bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir. Et c'est une édition spéciale autour de l'actualité politique chargée. Le président s'est exprimé ce soir après l'annonce d'un nouveau gouvernement dans l'après-midi. François Hollande a notamment insisté sur le projet de révision constitutionnelle qui va désormais se heurter aux résistances du Sénat. Chômage, sécurité, droit du travail et environnement également au menu. De nombreux éditorialistes et invités politiques seront en notre compagnie pour analyser et débattre de cette intervention ainsi que de la nouvelle équipe gouvernementale. Et puis le grand entretien ce soir avec un journaliste, biographe, observateur avisé du monde politique, Franz-Olivier Gisbert, auteur du livre Chirac, une vie, publié chez Flammarion. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Il a rebattu les cartes du gouvernement. François Hollande a remanié pour élargir son assise politique. Un gouvernement pour avancer, selon lui, à 15 mois de la présidentielle. Il a répondu aux questions de nos confrères de France 2 et TF1. Écoutez le chef de l'État. C'est un gouvernement qui doit agir, qui doit réformer, qui doit avancer. C'est vrai qu'il est élargi. J'ai voulu associer des écologistes, des personnalités, mais il doit rester dans une cohérence. Je lui ai assigné 3 grandes priorités. La première, c'est protéger les Français. Vous avez sans doute relevé que les ministres qui sont en charge de la sécurité ont été maintenus et sont même renforcés, confortés. Je voulais aussi que la seconde priorité soit l'emploi, forcément l'emploi. Je voulais que la priorité, et je veux que cette priorité soit par rapport à ce grand accord que nous avons signé, la COP21, l'écologie, l'environnement, la transition. Et j'ai voulu que des personnalités écologiques ou écologistes, comme on voudra, puissent être partie prenante. Parce que quand il y a ce grand enjeu pour la planète, toutes les bonnes volontés, moi je les accueille. 4 sortants, 10 promus, une nouvelle équipe gouvernementale bien plus conséquente que les précédentes, 38 membres. La parité est respectée. Revue de détail avec Sophie Normand-Couturier. Un gouvernement arc-en-ciel avec l'arrivée de 3 écologistes. Emmanuel Cos à la tête du ministère du Logement et de l'Habitat durable. Jean-Vincent Placet devient lui secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, quand Barbara Pompili est nommée secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat. Gouvernement un peu plus élargi aussi au parti radical de gauche, avec l'entrée de son chef Jean-Michel Baillet, nouveau ministre de l'aménagement du territoire et de la ruralité. Ce remaniement signe également le grand retour de Jean-Marc Ayrault. L'ex-premier ministre rejoint le ministère des Affaires étrangères. Il remplace Laurent Fabius en partance pour le Conseil constitutionnel. Une nomination qui devrait se traduire par un rapprochement de la France et de l'Allemagne, notamment dans le dossier des migrants. D'autres surprises encore, avec ces quasi-inconnus du grand public. Ancienne conseillère de François Hollande, Audrey Azoulay devient ministre de la Culture. Nommée secrétaire d'État, l'une des porte-paroles du PS, Juliette Méadel, et les députés socialistes Hélène Geoffroy, Estelle Grelier et Erika Barrette. Il y a aussi celles qui prennent du galon, Laurence Rossignol, nommée ministre de la Famille, de l'Enfance et du Droit des Femmes, Annick Girardin, ministre de la Fonction publique. Et celles qui quittent le gouvernement, Fleur Pellerin, Sylvia Pinel et Marie-Lise Lebranchu. Fait important de ce remaniement, les Verts signent leur retour. 3 écologistes, Emmanuel Cos, Jean-Vincent Placet et Barbara Pompili, entrent au gouvernement. Un retour qui fait grincer des dents chez Europe Écologie Les Verts. Solène Nicolas. C'est un retour en force des écologistes. Absents du précédent gouvernement, ils sont désormais 3, issus du remaniement. Emmanuel Cos a accepté d'être ministre du Logement. L'ancienne protégée de Cécile Duflot reprend donc le poste que cette dernière avait quitté. Un poste plutôt bien taillé pour celle qui était vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France chargée du logement, mais qui annonce la fin de son mandat à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Cos a anticipé le mécontentement de son parti par une lettre pour annoncer son retrait de la formation. La principale pomme de discorde entre Emmanuel Cos et François Hollande, le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a été balayé ce soir par le président de la République. Nous savons que les travaux doivent commencer au mois d'octobre. Eh bien, d'ici le mois d'octobre, je demande au gouvernement, avec les élus locaux, qui partagent d'ailleurs cette vision-là, d'organiser un référendum local pour que l'on sache exactement ce que veut la population.
Deux autres écologistes qui s'étaient retirés d'Europe Écologie Les Verts entrent également au gouvernement. Le sénateur Jean-Vincent Placé et le nouveau secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État. La députée Barbara Pompili devient secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat. Elle travaillera dans le cabinet de Ségolène Royal qui reprend ce dossier à Laurent Fabius. Et nous reviendrons bien sûr en détail sur la nouvelle composition du gouvernement dans quelques instants avec Sonia et ses invités. Primaire en vue de 2017 maintenant à gauche, le Parti socialiste dit vouloir participer au débat et à l'organisation du processus. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire socialiste, confirme dans un tweet l'attitude bienveillante de son parti pour la primaire. Et au même moment, le parti de gauche annonce son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2017, tout en rappelant qu'il ne sera pas le candidat d'un parti. Nouveau drame sur la route près de Rochefort, en Charente-Maritime. 6 adolescents ont perdu la vie dans une collision entre leur bus scolaire et un poids lourd. 11 autres ont été blessés. Solène Nicolas. Les chauffeurs du car scolaire et du poids lourd impliqués dans la collision de ce matin à Rochefort ont été placés en garde à vue, en état de choc. Leurs tests d'alcoolémie et de toxicologie se sont révélés négatifs. Le nombre de victimes a été confirmé cet après-midi par le ministre des Transports. Il y a bien 6 personnes qui sont décédées et qu'il s'agirait d'enfants d'adolescents entre 12 et 17 ans, puisqu'il s'agissait d'un car de transport scolaire, avec 17 personnes à bord, 2 qui ont été blessés, qui sont hospitalisés, mais sans que la question vitale soit posée. L'accident aurait été causé par une paroi qui maintenait le chargement du camion. Celle-ci a véritablement cisaillé le bus scolaire. Une cellule psychologique a été mise en place à Surgères où les victimes étaient scolarisées. Dans la matinée, Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem se sont rendus sur place. Cet accident intervient au lendemain de celui qui a coûté la vie à 2 jeunes dans le Doubs. C'est certainement le dernier remaniement avant la présidentielle de 2017. Sonia, avec vos invités, vous analysez les entrées et les sorties du gouvernement Valls numéro 3. Une intervention présidentielle, une équipe remaniée, un dosage entre plusieurs sensibilités et cap vers 2017. Mais que vaut l'attelage? Analyse et débat ce soir autour de cette nouvelle équipe, de l'interview de François Hollande qui tente de reprendre la main. On en parle avec nos invités. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, président de l'Institut de sondage Polling Vox. Nous accompagne ce soir Patrick Appelmuller, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Humanité. Jean Garrigue, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Historien, professeur, président du comité d'histoire parlementaire politique, et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Directeur et cofondateur du site Atlantico. Alors, bien sûr, on va parler en détail du fond. Jérôme Sainte-Marie, mais d'abord, cette intervention, elle arrive à un moment politique important. Cela faisait longtemps que le président ne s'était pas exprimé. Certes, il y a eu un mois de vœux, le mois de janvier, mais les Français n'ont pas vraiment suivi ce marathon rituel. Après une diète médiatique, est-ce que cette intervention ce soir est utile ? Est utile, en tout cas, était probablement nécessaire, puisqu'effectivement, on devait remplacer tout de même le ministre des Affaires étrangères, ça s'imposait dans l'agenda, et que par ailleurs, il y avait probablement aussi le besoin ressenti de redonner un peu de cohésion, au moins en apparence, à la majorité socialiste, en plein débat sur notamment la déchéance de nationalité ou les fractures internes du groupe, même parmi les députés réputés loyalistes, se sont affichées. Ce qui donne d'ailleurs, on en parlera, mais je crois, un ton assez défensif à l'intervention du chef de l'État, dans la mesure où il devait justement, et c'est justement un moment où la majorité est en grande difficulté, qu'il fallait essayer de donner un message inverse. Oui, vous dites un ton défensif, Jean-Sébastien Ferjou. Il faut rappeler le feuilleton politique des dernières semaines quand même. Une ministre, la garde des Sceaux, qui démissionne, un projet de révision constitutionnelle certes adopté à l'Assemblée, mais avec un paysage politique en miettes et une attente des Français vis-à-vis des résultats. C'est une équation compliquée ce soir. Oui, parce que le remaniement fonctionnel, c'est effectivement le départ de Laurent Fabius, mais on voit bien que le remaniement politique, c'est le remplacement de Christiane Taubira. C'est le vrai remaniement. C'est le vrai remaniement. François Hollande a perdu une pièce majeure de son dispositif pour 2017 en perdant Christiane Taubira, et on voit bien que d'ailleurs, il ne fait que nous parler de 2017 et que le vrai objet de ce remaniement reste celui-là, même si le chef de l'État ce soir n'a cessé de vouloir nous convaincre qu'il allait maintenant enfin passer à l'action. On tient donc dans
les 12 derniers mois qui viennent, mais en faisant rentrer Jean-Michel Bailey, même si le Parti radical était déjà présent au gouvernement, en faisant rentrer Emmanuel Cos, c'est peut-être là l'information la plus importante, on voit bien qu'il essaye de tuer toute perspective d'une primaire de la gauche qui serait soutenue par d'autres partis. Que des personnalités à gauche, par ailleurs, de manière plus ou moins indépendante, essayent de faire aboutir l'idée de cette primaire-là, probablement ils vont continuer à essayer. Fonctionnellement, les partis qui sont à gauche, et dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon, lui, a dit que de toute façon il n'y participerait pas, François Hollande a un peu réglé le problème. Et c'est tout le paradoxe de ce remaniement qui a très peu de souffle du point de vue de l'opinion, mais qu'en a un probablement si on raisonne uniquement en termes de candidature pour 2017. Oui, mais raisonnons en termes de souffle de l'opinion. Patrick Appelmüller, un remaniement, quel qu'il soit, relance vraiment rarement une équipe gouvernementale et relance vraiment rarement, encore moins, un président, quel qu'il soit, quelle que soit la situation. D'une certaine manière, je pense que ce remaniement est d'ores et déjà un échec. Le remaniement avait pour but d'essayer d'ouvrir un espace dont on voit bien qu'il se rabougrit autour du président de la République enfin, et d'Emmanuel Valls. Cet après-midi, tout le monde parle d'élargissement. Il a perdu une pièce maîtresse avec Christiane Taubira et il a récupéré d'anciens écologistes ou une secrétaire nationale des Verts qui dansaient devant le buffet depuis des mois pour essayer de récupérer quelques rogatons de fin de mandat, de fin de quinquennat. Donc je ne crois pas que ce soit une opération gagnante parce que même pour lui, certes à court terme, effectivement, il porte un coup nouveau à Europe Écologie Les Verts, à une candidature Duflot qui semblait beaucoup l'inquiéter, mais en même temps, il réduit considérablement sa base. Il n'y a plus personne de l'aile gauche, de la gauche, oui, d'une gauche de transformation. Il n'y a plus que le courant social-libéral qui est représenté au gouvernement. Vous y voyez un inconvénient. Il réduit sa base, dites-vous, mais Jean Garrigue, on peut aussi y voir une clarification, la fameuse clarification tant attendue. Christiane Taubira partie, on sait que c'est une vision, un chemin social-libéral, social-démocrate, disent plutôt certains. Pas tout à fait, parce qu'on dit que François Hollande est l'homme de la synthèse, mais moi j'ai peur que ce soit plutôt une prothèse. Quelle sévérité ce soir. C'est-à-dire, c'est bien, on a resserré autour des Hollandais, ils sont tous là, la garde rapprochée, mais on voit bien que la ligne sociale-libérale, elle est incarnée par qui? Pas par François Hollande, elle est incarnée par Manuel Valls et encore plus par Emmanuel Macron. Alors certes, il neutralise les deux. Garrigue, le projet porté par François Hollande, non, il incarne cette ligne. Mais l'incarnation, ceux qui portent dans l'opinion, ce tournant véritable, et d'ailleurs qu'il incarne depuis très longtemps, en tout cas pour Manuel Valls, ce sont eux. Or là, ils sont encore là, mais justement, on essaye de les neutraliser. Donc ce sont des partenaires quand même contraints et forcés, et ce n'est pas avec ce qui reste du parti radical, ce grand parti humaniste de Jean-Michel Bailey et franc-maçon, et des rogatons de Verts qui ont quitté le navire, qu'une majorité de premier tour va se constituer. Donc tout ça paraît quand même difficile pour l'avenir. D'autant plus frappant, c'est quand même que dans les derniers jours, les opérations qui auraient eu un certain sens ont toutes échoué. Nicolas Hulot a refusé d'entrer au gouvernement. Martine Aubry a sèchement démenti les petites rumeurs distillées par la présidente, comme quoi elle était candidate au gouvernement. Et finalement, ça confirme l'isolement de ce. Vous nous dites que pour qu'il y ait élargissement, il faut des personnalités politiques fortes, reconnaissables au niveau national. Il faut surtout des conditions et une politique qui leur permettent d'y être. Au-delà des personnalités, il y a aussi le fait que, est-ce qu'il y a un accord politique, un tournant politique ou un accord politique? Je ferai un exemple extrêmement lointain. Effectivement, quand Laurent Fabius arrive, le Premier ministre, les ministres communistes sont obligés de s'en aller d'une certaine manière. Et là, il y a un vrai tournant de la vie politique. On abandonne du coup l'ancienne majorité, mais on essaie d'en construire une nouvelle. Ça a du sens. Et de la même manière, il aurait pu y avoir un accord politique avec Europe Écologie Les Verts. Et là, le spectacle donné est un spectacle inverse. Alors, je ne vais pas parler des personnes. Mais c'est une volonté peut-être de briser ce parti. Si on regarde ce soir Internet, on voit quand même il y a pas mal de commentaires assez ironiques, on va dire, parce que ça donne l'impression effectivement d'un débauchage individuel avec des gens assez ambitieux, ce qui est légitime, mais qui donnait l'impression quand même d'attendre, comme vous l'avez dit, Appelmüller, de manière assez imagée, effectivement, d'attendre ardemment cette nomination, d'autant plus que c'est la dernière fois où c'est possible, puisque dans un an, c'est l'élection présidentielle. Alors, il n'y a pas d'accord politique, ce qui fait que l'utilité qui est proclamée, enfin, qui n'est pas proclamée par le président de la République, mais dans les commentaires, j'entends beaucoup dire, c'est pour permettre d'éviter des candidatures alternatives chez les Verts ou à sa gauche,
pour l'élection présidentielle. Sincèrement, ça ne servira à rien. Je crois même que beaucoup d'écologistes, autonomes du flot par exemple, seront encore plus motivés pour avoir une candidature, d'autant plus que l'arrangement trouvé sur Notre-Dame-des-Landes est quand même une astuce un peu lourde. Il n'y a pas eu de changement de Premier ministre, donc il ne faut pas attendre, Jean-Sébastien Ferjaux, aucun changement de ligne politique. Il n'en est pas question dans les derniers mois qui s'annoncent. Ce débat-là est déjà clos. Le problème de François Hollande n'est pas tant la cohérence de l'intention, il en a une, effectivement, il n'a cessé d'aller plutôt sur des déclarations, sur cette espèce de ligne social-libérale. Son problème, c'est la cohérence de l'action, puisqu'il n'a cessé de diluer ce qu'il annonçait, que ce soit sur les pactes de responsabilité, sur les réformes. Là, il a reparlé ce soir de la réforme du Code du travail, mais on voit bien que de toute façon, dans la réalité, ça sera renvoyé à 2018. Même s'il a annoncé une loi là, il y aura des négociations entre partenaires sociaux. Donc François Hollande fait du François Hollande, vous n'êtes pas comme toujours. Vous allez nous dire pourquoi, mais je voudrais qu'on commence d'abord par l'un des gros paris quand même politiques de François Hollande, c'est le projet de révision constitutionnelle. On a dit qu'il y a eu une première manche malgré tout remportée à l'Assemblée et le président a dit ce soir qu'il fallait aller vite, on l'écoute. Maintenant, le texte a été adopté aux 2/3, c'est la majorité requise, 3/5 plus exactement. 3/5 des parlementaires à l'Assemblée nationale ont accepté cette révision, ça va maintenant aller au Sénat. Des débats vont avoir lieu, c'est aussi légitime, des corrections sans doute se faire, mais je ne souhaite pas que la navette dure trop longtemps. À un moment, les Français pensent que sur une décision comme celle-là, ils sont pour la plupart, ils sont contre, certains nombres, mais ils veulent que ça se termine. Et moi aussi. Ils veulent que ça se termine, et moi aussi. Quelle lecture faut-il faire? Est-ce qu'il y a une volonté encore réelle d'aller vers le Congrès? Ma lecture d'abord, c'est qu'il est... Comment dirais-je, il ne manque pas de toupet parce que c'est quand même lui qui a refilé la patate chaude au Parlement. Et je voudrais à cet égard signaler le niveau exceptionnel des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, où on a vu à la fois dans des registres qui pouvaient être des registres émotionnels, des registres d'expertise juridique. Des registres outranciers aussi, peut-être? Des registres parfois outranciers, mais pas tant que ça. Et je trouve qu'on a eu un débat de grande qualité à partir d'un débat qui, lui, est totalement faussé, puisqu'à l'origine, on sait bien que c'est une sorte d'opération de communication présidentielle. Et à cet égard, maintenant, comme le veut le jeu des institutions, le débat se porte au Sénat. Alors c'est une manière aussi maintenant c'est vrai, là on pourrait considérer ça comme une victoire de François Hollande parce que le projet est voté par l'Assemblée nationale. Maintenant on refile le bébé à une Assemblée qui est dominée par la droite. Ça peut apparaître comme une forme de victoire, mais on sait bien aussi que le président Larcher a exprimé un certain nombre de réticences, qu'il faut que le projet soit voté dans des termes identiques, conformes. Ça annonce quand même beaucoup de choses. Et ce qui est terrible, c'est qu'aux yeux de l'opinion, je dirais cette navette inévitable entre les assemblées, ces atermoiements, vont apparaître une fois de plus comme une sorte de défaut de notre excès de parlementarisme, alors qu'en réalité, la faute incombe entièrement, me semble-t-il, à l'exécutif. Alors peut-être qu'il faut souligner dans ce cas-là, Patrick Appelmuller, l'habileté, quelque part peut-être une pointe de cynisme de François Hollande qui refile, oui, le mistigris finalement à l'Assemblée et puis au Sénat. Les débats vont être longs parce que le Sénat, avec son expertise juridique, va vraiment insister sur le texte. Et puis il pourra dire, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est trop long, on va arrêter là peut-être. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé qu'il respirait l'optimisme sur ce sujet ce soir, ni la détermination à convaincre l'opinion et les parlementaires. Il se targue des 3/5 de l'Assemblée nationale. C'est un résultat très faible. Certes, une grande partie de l'électorat socialiste, des députés socialistes, se sont dissociés. Donc, il va se retrouver effectivement avec un Sénat qui soit va lui imposer son texte, soit va lui refuser son texte. Donc, de toute façon, il ne peut pas en sortir grandi de cette affaire. Il va être forcément en face d'une défaite importante ou d'une défaite légère. Je pense que dans les deux cas, il s'est mis dans une seringue dont il va avoir du mal à sortir. Mais ça ressemblait très clairement ce soir à une espèce d'enterrement, ces chroniques d'une mort annoncée. Il sait très bien qu'au Sénat, Gérard Larcher, il y a aussi une bataille à droite. Gérard Larcher est filloniste. François Fillon a clairement menacé en disant ça n'est pas parce que les parlementaires républicains, enfin les députés des Républicains ont voté en majorité pour la réforme que ce sera la même chose au Sénat. On verra bien ce qu'il en sera. Mais surtout, François Hollande, là, faisait en quelque sorte, disait la déchéance de nationalité, vous savez, c'est pas moi. Il disait, j'ai consulté, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure dans son intervention, j'ai consulté l'ensemble des forces politiques, c'est une mesure qu'on m'a demandée.
en quelque sorte, j'ai accepté de bien vouloir la porter devant les Français. C'est quand même une réécriture de l'histoire assez phénoménale, alors que les mêmes conseillers de François Hollande le vendaient comme une très grande habileté au mois de décembre. Là, on voit clairement qu'il y a renoncé et qu'il anticipe une défaite. Est-ce que vous êtes aussi catégorique, Jérôme Sainte-Marie ? Oui, enfin, c'est pas lui qui l'enterre, c'est qu'il est dans une impasse. Par ailleurs, j'étais frappé parce que je pense qu'elle laissera des traces très négatives sur son image personnelle, quel que soit l'aboutissement de tout cela. J'étais très frappé par le fait que sa justification de cette initiative, qui est vraiment une initiative parfaite, il n'y avait pas de demande de l'opinion approuve aujourd'hui, mais il n'y a pas de demande de l'opinion pour la déchéance de nationalité, personne n'y pensait réellement, et c'est lui qui prend cette décision, et effectivement, il l'a justifiée d'une manière qui n'est pas du tout à la hauteur du débat parlementaire dont parlait Jean Garrigue, en disant il fallait bien donner l'impression de faire quelque chose, j'ai fait ça. Et en plus, on me l'a plus ou moins demandé. Tout en ajoutant d'ailleurs que ça existait déjà, puisqu'il y avait lui-même déjà procédé, ce qui ajoute de la confusion au débat. C'est vrai que c'était un deal Sarkozy-Hollande. Pas un deal. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a appelé ça habilement le pacte de Versailles. Ils ont été des alliés objectifs, ils le sont d'ailleurs sur ce projet. Donc on va voir encore quand même les développements. Parce est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on a très rapidement dit qu'à l'Assemblée nationale, il allait y avoir un enlisement, et ça n'a pas été le cas, Jean Garrigue? Non, il n'y a pas eu un enlisement. Contre beaucoup de commentateurs. Oui, il y a eu, ça a été moins pire qu'on aurait pu le penser. Mais fondamentalement, ce qui est intéressant justement, ce qui est sur le plan politique là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que la difficulté d'un côté de François Hollande et de l'autre côté de Nicolas Sarkozy à maîtriser leurs troupes. On voit bien que c'est la débandade à gauche et à droite. Et ça n'augure rien de bon pour 2017. Moi, j'ajouterais que c'est maintenant le cœur des députés socialistes qui est atteint. Ça n'est plus l'aile des frondeurs. Et je crois que ce débat va marquer profondément une réticence à gauche, à se rallier à une mesure qui vient d'être proposée par l'extrême droite suédoise et rejetée par les conservateurs. Et rejetée. Alors il y a l'autre sujet d'importance, c'est évidemment le chômage, les résultats concrets, première attente des Français et donc également les réformes. Le président a eu cette phrase, il a dit il faut que ça bouge et ça va bouger, notamment sur la réforme du Code du travail. On l'écoute ce soir. La réforme du Code du travail, non pas pour tout abandonner de nos principes. La durée légale du travail, le contrat de travail, le SMIC, tout ça fait partie de nos fondamentaux. Mais c'est vrai que c'est trop lourd, c'est vrai que c'est trop compliqué. Donc, j'ai deux principes, souplesse et sécurité. Souplesse pour les entreprises, pour embaucher, pour tenir compte des variations de l'activité. Sécurité pour les salariés qui peuvent connaître des mutations. Et ça sera, je crois, un modèle social que nous pourrons, justement, dans la perspective, au-delà même de 2017, entre ceux qui ne veulent rien faire et ceux qui veulent tout défaire. Eh bien, nous allons bien faire. Deux pieds, deux piliers, Jérôme Sainte-Marie, la souplesse, la sécurité, le président qui rappelle également les blocages. Il n'est pas le premier, les blocages, les conservatismes et peut-être les peurs aussi et les angoisses dans les relations du travail. Est-ce que cette réforme du travail qui a été annoncée là prochainement, est-ce qu'elle peut justement, non pas bouleverser la donne sur le plan de l'emploi et du chômage, mais quand même montrer ce volontarisme et le président qui se veut dans l'action? Oui, c'est aussi, quand vous dites deux piliers, c'est quand même un pilier et un hologramme. C'est-à-dire qu'on voit bien effectivement la souplesse, la sécurité, je ne sais pas, on a rétabli l'interdiction administrative de licenciement, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est pas exactement l'impression que ça donne. Par ailleurs, vous avez, c'est là où je parlais de propos défensifs, c'est qu'il était rare de voir à ce point comment dirais-je, une telle abdication idéologique de la part d'un président de gauche. C'est-à-dire que là, tout est concédé. D'ailleurs, il dit, maintenant l'équilibre n'est pas entre ceux qui veulent aller dans une direction et ceux qui veulent aller dans une autre, mais ceux qui veulent tout défaire. Alors, il ne faut pas tout défaire, mais on comprend bien qu'il faut défaire un peu, même peut-être un petit peu même davantage au fil de temps. Parce que là, vous avez quand même cette logique qui vient de l'accord national interprofessionnel, qui est accentuée maintenant par le recours au référendum. C'est apparemment un président de la République qui aime bien les référendums un peu partout, même s'il ne veut pas forcément des primaires. Et donc là, il faut faire voter les salariés. Donc il y a une espèce, si vous voulez, de logique libérale qui a rarement été aussi assumée. Logique libérale ou logique, et ces logiques sociales, démocrates dont on parle depuis tout à l'heure, Jean-Sébastien Ferjou?
Je pense que François Hollande ne cesse de répéter la même erreur économique fondamentale depuis le début de son quinquennat. Donc après, on peut l'appeler libéral si on a envie ou pas, mais c'est exactement la même chose que quand Emmanuel Macron nous parlait de dégressivité des allocations chômage. C'est la même mécanique. Bien sûr qu'un code du travail assoupli permettrait de créer des emplois en France, mais pas dans la proportion dont on a besoin. Vous pourriez toujours de la même manière revenir sur la dégressivité des allocations chômage. Il y a 400 000 emplois. Il y a encore dans la réforme. Si, vous le savez. Mais je sais surtout, Sonia, qu'il y a plus de 3 millions de chômeurs dans ce pays. On ne risque pas de créer 3 millions d'emplois. Regardez la dégressivité des allocations chômage. La logique, c'est quoi? C'est d'inciter les chômeurs à prendre les emplois qui ne sont pas pourvus. Il y en a 400 000 dans le pays qui ne sont pas pourvus. On fera quoi des autres? C'est précisément, il a été élu sur un programme qui était très clair, qui était de rééquilibrer le rapport de force avec l'Allemagne. Un autre chiffre, si vous voulez, le potentiel de la loi Macron, il en a parlé aussi ce soir, calculé par l'OCDE, c'est 5 à 7 milliards d'euros. Ce que fait Mario Draghi pour la France, sans aucun soutien de la France d'ailleurs. Mario Draghi s'opposant aux élites allemandes, c'est déjà la quote-part qui échoue à la France, 200 milliards d'euros. Mario Draghi, le sauveur, il a beaucoup de problèmes en ce moment avec sa baguette magique qui marche moins pour la BCE, ça on en parle. Elle marche toujours un peu mieux, en tout cas, que le genre de réforme dont on est en train de parler là. Vous évoquez tout à l'heure libéral, social-démocrate. Ce sont des nuances, c'est vrai, il faut sortir de ce débat peut-être. Non, ce sont des vraies notions. Il est vraiment libéral et pas social-démocrate. La social-démocratie, c'était. Vous voulez dire pour le directeur de l'humanité que vous êtes, il est libéral? Mais pas seulement pour moi. Dans les faits, la social-démocratie en Allemagne, en Suède, etc., c'est pas nier le rôle des syndicats comme il entend le faire par les référendums dans les entreprises. Ça n'existe nulle part dans la social-démocratie qui, au contraire, valorise d'une certaine manière, il rejoint Nicolas Sarkozy qui vitupérait les corps intermédiaires. Lui, il le fait dans les actes. Donc je pense qu'il y a au contraire une orientation qui est très clairement faire basculer le rapport des forces en faveur du patronat et notamment des grandes entreprises qui pilotent les choses. Et les mesures qui sont prises, écoutez, si on allégeait le code du commerce qui est comparable au code du travail, qui va croire que ça va relancer le commerce? Nulle part dans un pays du monde. Alors je demande la démonstration chiffrée, l'allègement des législations du travail. Jamais, le code du travail. Mais personne ne le pense. Nulle part. Dans aucun pays du monde, l'allègement du code du travail n'a permis de créer des emplois. Je peux vous garantir. Forcément, puisque tu es responsable d'une entreprise. Oui, mais l'humanité. Donc ça veut rien dire. Non, mais Atlantico, à la différence de l'humanité, ne vit pas sur des subventions publiques et nos dettes ne sont pas régulièrement échangées. C'est d'abord sur les fonds publics. C'est un tout autre débat. C'est un tout autre. Non, parce qu'il y a des entreprises qui vivent par elles-mêmes, il y en a d'autres qui vivent sur la charité publique. Oh, la charité publique. Sans prendre. Non, mais simplement en tant qu'employeur. Et le Monde. Évidemment. Non, mais vous avez deux visions. Vous créeriez plus d'emplois, qu'on pourrait créer sur plus la réforme d'emplois du droit du travail et du code du travail, il y a cette opposition. Facilement de gens dans les palais. Mon tropisme centriste va intervenir là, mais sans prendre position sur le fond, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un tournant et que ce tournant, il est social-libéral. En tout cas, dans les mots. En tout cas dans la volonté et en tout cas je pense dans l'intention d'un homme comme Manuel Valls qui l'a très clairement énoncé. Après, il y a la pratique de la gouvernance hollandaise. Et là, évidemment, on est toujours dans la synthèse, on est dans les allers-retours, dans les concessions aux frondeurs, qui d'ailleurs sont absents du nouveau gouvernement. On est toujours dans un entre-deux. Et vous ne pouvez pas en être autrement pour les frondeurs. Cet entre-deux est mortifère. Cet entre-deux, il est... Pas beaucoup des concessions. Citez-moi des concessions. Hein. Oui. Si, moi, je n'en ai vu aucune. Serait-ce que la création des nouveaux, des 500 000 emplois, enfin, il y a beaucoup de choses. Non, la création des formations, précisément, ça sert à dégonfler les chiffres du chômage pour tenir à Paris. Enfin, on offre aussi une formation à certaines personnes, on ne va pas avoir tout. Voilà. Une politique sociale. Il y a des nuances, on verra que ça venait. Un mot de conclusion, Jérôme Non, juste, il y a quand même une vraie initiative, une vraie originalité de François Hollande, c'est de faire basculer le droit du travail de la loi vers les accords d'entreprise, ce qui évidemment, avec 5 millions de chômeurs en réalité, fait que du coup, on a une logique qui est peut-être social-libérale, mais surtout libérale. Merci messieurs, notre édition spéciale se poursuit. Restez avec nous puisque l'un des sujets abordés par François Hollande, on en a parlé, c'est le projet de révision constitutionnelle qui va désormais se heurter aux résistances du Sénat. Alors qu'en est-il précisément? C'est l'édito politique ce soir.
Le président qui a insisté ce soir sur ce sujet de la révision constitutionnelle et de la déchéance de la nationalité, il a dit qu'il fallait que ça aille plus vite. On en parle avec Gilles Leclerc. Bonsoir Gilles. Est-ce que c'est une pression qui est mise sur le Sénat? C'est vrai que le Sénat va vivre sous le feu des projecteurs dans un mois avec une très très grosse pression évidemment. Mais la Haute Assemblée, rappelons-le pour nos téléspectateurs, elle est à droite. Et c'est elle, quand même, qui va détenir la clé, en fait, de ce congrès éventuel et de ce qui va se passer après pour un changement de constitution voulu par un exécutif et un gouvernement de gauche. Donc, quelle que soit sa décision, le Sénat va être jugé. Et je peux vous dire qu'en ce moment, le téléphone sonne beaucoup entre les présidents Hollande et Larcher, que les leaders de la droite, Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui est très écouté par le groupe des Républicains dans cette maison, eux ne sont pas inactifs et que donc, encore aujourd'hui, tout reste possible. Mais l'habitude ici au Palais du Luxembourg, et il n'y aura pas d'exception, c'est que les sénateurs vont travailler loin du brouhaha et ils vont dire, et ils vont le faire, s'occuper du fond du texte. Et la référence pour les sénateurs, pour la majorité des sénateurs ici, ça va être quoi? La référence, ça sera les premiers propos de François Hollande lors du congrès du 16 novembre dernier. Donc, ce ne sera pas un texte conforme entre les deux chambres. Techniquement et juridiquement, en tout cas, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'on va se diriger au Sénat vers un texte différent, qui ne sera en effet pas conforme, vous avez raison, par rapport à celui qui est sorti de l'Assemblée nationale. Et dans un tel scénario, donc, la tenue du Congrès resterait alors totalement problématique. Ça va dépendre ensuite du jeu des navettes entre les deux chambres. Reste évidemment l'arrière-plan politique, et ça va évidemment compter. On est à 1 an d'élection présidentielle. Les jeux politiques, c'est normal, ça va peser et ça pèse déjà. Donc on va assister à la fois à un bras de fer de l'exécutif et le Sénat. Le président de la République, on l'a entendu ce soir, on l'a vu ce soir, il va jouer quoi? L'opinion publique et le sens des responsabilités. Mais le Sénat, lui, va se positionner, ou en tout cas affirmer de se positionner sur le fond. Bref, chacun joue finalement assez gros. En cas de non-congrès, qui portera alors, je dirais, la responsabilité d'un échec éventuel? François Hollande, probablement. François Fillon, peut-être un peu. Le Sénat aussi. Pour conclure, simplement, on peut se souvenir, par exemple, de 1984, François Mitterrand au pouvoir, président de gauche, le Sénat à droite, avec une domination RPR à l'époque, réforme de l'école. François Mitterrand, embarrassé, sort de sa manche une réforme de la Constitution. Ni l'un ni l'autre ne sont arrivés. François Mitterrand. Oui. Et il n'y a pas eu de réforme. Évidemment que l'histoire ne se répétera pas forcément, mais c'est tout de même évidemment un épisode à méditer. Merci beaucoup Gilles Leclerc pour votre analyse et ce rappel historique. Il est 22h30 passé, tout de suite le rappel des principales informations de la soirée. C'est avec Paul Bouffard. Il se tiendra d'ici octobre. L'annonce par François Hollande d'un référendum local sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes suscite ce soir de nombreuses réactions. Pour Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat et président de la région des Pays de la Loire, cette annonce est caractéristique de la méthode Hollande. Le président, dit-il, renonce à décider et il est évident pour Bruno Retailleau que ce référendum est le fruit d'un marchandage pour l'entrée des écologistes au gouvernement. C'est un des nouveaux visages de ce gouvernement. Jean-Vincent Placé va quitter le Sénat pour devenir secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. À 47 ans, l'ancien parlementaire écologiste de l'Essonne n'a jamais caché ses ambitions ministérielles. Regardez ce portrait, il est signé Fanny Anotwalia. Tout vient à point à qui sait attendre. Et il a attendu beaucoup, Jean-Vincent Placé. Peut-être déjà au soir de la victoire de François Hollande, placé juste derrière le président, espérait-il un ministère. La récompense aurait paru logique pour l'artisan de l'accord PS Europe Écologie Les Verts pour cette présidentielle de 2012, mais il en fut autrement. Cécile Duflot et Pascal Canfin sont entrés au gouvernement, lui reste au Sénat et devient le président du premier groupe écologiste. Régulièrement taxé d'arrivisme, là où il ne voit que de l'ambition, Jean-Vincent Placé n'a jamais caché son envie d'être ministre. Après avoir un temps critiqué la politique du gouvernement, le sénateur de l'Essonne devient le fervent défenseur de la ligne Hollande-Valls. De quoi alimenter définitivement sa rupture avec les Verts. En août 2015, il quitte le parti, sidéré par le manque de soutien au gouvernement, critiquant la dérive gauchiste. Il crée dans la foulée le parti écologiste avec François de Rugy, un mouvement écologiste de centre-gauche, hollando-compatible.
Tacticien, Jean-Vincent Placé, que certains surnomment le Richelieu vert, fera de la présidence du groupe écologiste au Sénat sa rampe de lancement pour la table du Conseil des ministres. Une présidence qu'il a dû partager ces derniers mois. Le Marocain dont il hérite permet à Jean-Vincent Placé de ne pas perdre la face. Une sortie honorable pour celui qui a toujours su, avant tout le monde, qu'il deviendrait ministre. En bref, dans l'affaire du patrimoine de Jean-Noël Guérini, la Haute Autorité pour la Transparence a saisi le parquet financier. L'autorité a émis des doutes sur la sincérité de la déclaration de patrimoine du sénateur des Bouches-du-Rhône. Et on poursuit notre édition spéciale. François Hollande s'est exprimé ce soir à 15 mois de l'élection présidentielle. Un remaniement pour réformer ou pour tenter de gagner en 2017. On en parle, Sonia, avec vos invités. Oui, et notre édition spéciale se poursuit avec de nouveaux invités ce soir. Je vous les présente. Fabienne Keller, bonsoir. Bienvenue, sénatrice Les Républicains, vice-présidente notamment de la Commission des Finances au Sénat. François Calfon nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Coordinateur politique et cofondateur du Parti de gauche. Et Esther Benbassa, bonsoir. Sénatrice Europe Écologie Les Verts, vice-présidente de la Commission des lois. Alors, mesdames, messieurs, avant de parler des différentes annonces, comme du référendum local sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, comme sur la loi sur le code du travail, le projet constitutionnel. On est dans la dernière ligne droite, Fabienne Keller. Est-ce que vous avez entendu ce soir une mise en perspective, une articulation de l'action de l'exécutif sur des sujets majeurs pour ces derniers mois ? Non, je n'ai pas vu d'ambition nouvelle, de volonté de s'attaquer, par exemple, au sujet absolument dramatique qu'est le chômage, ni de nouvelles annonces sur la sécurité, la question du terrorisme ou de l'immigration qui inquiète nos concitoyens. J'ai vu plutôt un calcul très compliqué. On prend les Verts qui sont sortis du Parti des Verts, on les prend tous d'ailleurs, ça fait beaucoup de monde d'un coup, pour construire des alliances avec les gens qui sont en dehors. On ne comprend pas très bien. On prend aussi la secrétaire générale, Emmanuel Cos. C'est pas très lisible. Et puis on invente, on passe par les mots. Alors j'ai dû le noter, ce nouveau ministère de l'égalité réelle. L'administration. On en saura plus avec la définition. Il y a une fausse aussi. On pourrait en rire si ce n'était pas un sujet central. Le fonctionnement de l'administration d'État. On a besoin d'un État régalien fort, donc de ministères au périmètre stable, avec un vrai pilote à leur tête, un ministre puissant. Pas de changement, mais des calculs politiciens. Même question, avant d'entrer dans les détails, François Calfon, c'est très important. Il reste un peu plus d'un an. Cette vision, cette articulation sur des sujets majeurs, que ce soit la sécurité, que ce soit l'environnement, que ce soit le chômage. Est-ce que vous avez entendu ce soir cela ? Écoutez, moi je crois qu'on ne peut pas finalement condamner le fait que le président de la République souhaite, mais avec les difficultés qu'on connaît sur la déchéance de la nationalité, sur les questions d'équilibre de politique économique et de politique sociale, mais qu'il souhaite rassembler les siens et son camp. On ne peut pas en soi le condamner. Moi je trouve que c'est plutôt... cela va plutôt dans le bon sens. Ceci étant, il y a quand même un certain nombre de questions qui demeurent, me semble-t-il. Alors, elles ont été abordées, ces questions, et d'ailleurs les journalistes ont été assez pugnaces pour le faire. Qu'en est-il de la déchéance de la nationalité ? C'est-à-dire que c'est bien de faire entrer 3 vers, si j'ose dire, dans le fruit. C'est mieux peut-être de sortir les questions qui fâchent et qui dérangent, et dont il a été évoqué par le président de la République lui-même que si elle devait occuper de façon déraisonnable le débat public... Vous souhaitez qu'il abandonne le projet de révision constitutionnelle? Moi, j'ai toujours été contre ce projet de déchéance de la nationalité qui a d'abord pour résultat une forme de déchéance de la gauche. Rassembler, c'est un premier pas, et je le prends comme un premier pas, puisqu'il y a d'ailleurs une secrétaire d'État, ancienne députée, ancienne depuis quelques heures, qui a voté contre la déchéance de la nationalité. Donc, comme d'habitude, il y a des signes pour les uns et les autres. Le vrai signe, c'est de sortir de cette impasse, comme il a décidé de le faire. Parlons simplement sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes à travers une consultation publique qui, j'espère, dépassera ce sujet de crispation. Alors, je veux qu'on s'arrête sur ce point. Qui n'est pas alors Esther, sans doute va dire la chose, mais qui n'est pas un point essentiel, pardon de le dire, de l'action publique. Vous allez voir qu'il va occuper les débats pendant des jours et des semaines. Bien sûr, bien sûr. C'est notre deuxième déchéance des binationaux. On va en parler pendant des jours, on va disserter pendant que les gens sont au chômage.
Écoutez, enfin, il faut qu'ils nous disent quand même dans quel périmètre. Si c'est les locaux à côté de l'aéroport qui vont voter, est-ce que c'est Nantes et sa région? Enfin, c'est quoi ce référendum? On ne sait même pas. Parce qu'on peut prévoir des résultats si on connaissait déjà le périmètre. Enfin, c'est des mots, et puis il faut arrêter avec ça. Ça c'est peut-être aux élus également de préciser tous ces contours. Là, c'est une annonce ce soir dans le cadre d'une intervention présidentielle. Je ne sais pas, moi je suis un vieux prof, quand j'annonce quelque chose, je donne le contenu. Alors peut-être maintenant ce n'est plus à la mode parce qu'il faut seulement parler, utiliser des mots. Mais enfin, les gens ont besoin de savoir. Emma Kos n'est pas venue avec cette promesse au gouvernement. Il y a 2 jours, elle nous disait de ne pas voter la déchéance de nationalité. Depuis des mois, Hollande, il essaye de casser le parti parce qu'il ne veut pas que Duflot se présente aux élections. Il est arrivé ce soir. Il y est arrivé en plus, d'une manière machiavélique. Il a mis à la place de Duflot, qui avait occupé le ministère du Logement, à Madame Kos. Voilà. Alors là, c'est beau. On va revenir quand même. Dans le machiavélisme, on va parler de la photographie de ce nouveau gouvernement. Mais Éric Coquerel, même question pour finir ce tour de table. Attendez, c'est important aussi de voir les différents aspects que vous retenez, les uns et les autres. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, frappé, peut-être même choqué, vous, ce soir? Moi, j'ai retenu 2 phrases à un moment donné. C'est quand François Hollande a dit « Je ne suis pas l'homme des calculs », alors qu'il fait un remaniement qui est basé que sur des petits calculs politiciens. Et quand à la fin, il a dit « Franchement », alors que ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'il nous trompe. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des choses quand même, au-delà de l'anecdote, il y a des choses qui sont assez graves. Parce que finalement, j'ai l'impression que François Hollande, Machiavel, c'est lui faire beaucoup d'honneur quand même, je trouve. Mais pour effectivement des calculs politiciens, François Hollande, c'est le grand diviseur, en fait, si vous réfléchissez bien. Il divise la gauche en faisant une politique de droite qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'unité de la gauche sur cette politique. Il vient de diviser le Parlement sur une réforme constitutionnelle dont chacun sait qu'elle n'aura aucun effet sur le terrorisme. Et il le divise de manière profonde toutes les familles politiques et la représentation nationale. Et là, qu'est-ce qu'il fait? En même temps, et à l'intérieur des familles. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Et à l'intérieur. Il faudrait qu'on soit honnête, c'est une forme d'expertise, puisque votre mentor, M. Mélenchon, divise la gauche en s'asseyant sur le principe même d'une primaire. Donc quelque part... Donc le côté politicien n'est pas propre à François Hollande, mais aussi à François Hollande. Et à Jean-Luc Mélenchon. C'est une forme d'hommage du vice à la vertu. D'accord, c'est ça, oui. Donc je vais continuer. On parlera peut-être de Jean-Luc Mélenchon après et sur son entrée en campagne, parce que sa proposition de campagne, parce que manifestement ça vous titille, on pourra en parler. Non, ça ne me titille pas, mais voyez, je vais finir. Savoir d'où on parle. Allez, alors, sur l'intervention. Donc troisième chose, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait sur aussi une opération politicienne? Il divise un parti à gauche, Europe Écologie, en continuant finalement ce travail de sape. Donc c'est un travail de démolition. Je crois qu'il n'en sera pas indemne. Voilà, et c'est bien d'ailleurs pour ça que une proposition de candidature comme celle de Jean-Luc Mélenchon, justement, c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas laisser l'avenir de ce pays à quelqu'un qui finalement est en train de jouer pour des choses très pragmatiques qui sont la préservation du pouvoir. Aussi, on verra bien. On verra bien. Donc ou Monsieur le bilan, je ne crois pas que vous puissiez nous parler d'une idée. Et il encourage quand même Duflot à se présenter à la présidentielle. Donc, au sujet de François Hollande, je vais avoir du mal, mais je vais continuer malgré François et Calfon. Donc, au sujet de François Hollande ce soir, si vous apercevez, c'est pour rien, parce qu'il continue la même politique, la politique qui crée du chômage, puisqu'il a annoncé qu'il allait continuer à déstructurer le code du travail en dérégulant. On va en parler. Et notamment en continuant les exonérations. La seule solution qu'il propose à chaque fois qu'il y a un problème dans un métier. Vous avez entendu les 2 mots, souplesse, sécurité. Votre parti demande depuis longtemps cette réforme du Code du travail. Le Code du travail doit être allégé. On a entendu cette supplique-là. Apparemment, ça va être sur la table. Est-ce que vous soutenez au moins cette cohérence du gouvernement sur cette ligne social-démocrate? Alors, nous sommes toujours dans les mots. Nous attendons de voir les propositions concrètes et leur mise en œuvre. Je vais vous donner un exemple proche. Sur l'apprentissage, vous vous souvenez l'annonce sur la gratuité de la première année d'apprentissage pour que les jeunes soient recrutés par des maîtres. Eh bien, les formulaires sont tellement compliqués que les artisans de mon département... Ce n'est pas un détail, je vous parle de l'esprit d'une réforme. Ça rend la mesure inopérante. Monsieur Hollande n'est plus crédible vis-à-vis de son administration. Madame Keller. Nous sommes en travail pour faire des propositions
et les préparer pour qu'elles puissent être mises en œuvre, les partager avec les Français, les discuter avec eux. Je ne vous ai pas coupé, Monsieur Calfon. Pour les discuter avec eux, pour qu'il y ait un élément essentiel qui se reconstruise. Et après François Hollande, c'est difficile à reconstruire. C'est la confiance, c'est la crédibilité de la parole publique. Moi aussi, j'ai entendu le président de la République dire qu'il ne faisait pas de politique, C'est pas possible. Quand on voit ce bricolage qu'est la Constitution de ce gouvernement. C'est pour ça qu'on en débat. Non, fait pas forcément la politique. La question, c'est bien Non, il ne faut pas dire des choses comme ça qui renvoient de plus en plus les Français à la désorientation et à la distance par rapport à la Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de calcul. Est-ce qu'on peut intervenir? La question, c'est de... Attendez, je termine. C'est de rassembler... Vous n'en finissez pas de terminer. Allez-y. Mais vous n'en finissez pas d'interrompre, François Calfon. Allez, s'il vous plaît, Madame Keller. Terminez votre phrase. Bon soutien. La crédibilité, c'est la proposition et sa mise en œuvre pour que cela touche les Français. Les Français savent bien que l'ensemble des mesures prises sur le chômage n'ont pas d'effet. Ils vivent mois après mois l'augmentation du chômage et des chiffres catastrophiques. Donc la question, c'est les idées, les porter, mais aussi être capable de les mettre en œuvre. Vous attendez la copie concrète pour vous prononcer. Les bonnes critiques sont celles qui sont équilibrées. Donc entendre que Hollande est le grand diviseur. On passe des meilleurs sur la division pas du tout, pas du tout, non. Pas ça de côté. On en parlera après. Si Monsieur Coquerel qui m'invite à ne pas couper la parole, mais qui ne me laisse pas finir ma phrase. Mais ne vous énervez pas. Non, mais je suis tout à fait sereinement. Quand on parle, pas du tout. Quand on parle de l'apprentissage, pardon de le dire, qui est en charge de l'apprentissage? Ce sont les régions. Le Premier ministre a reçu les régions et la moitié d'entre elles, voire la plupart, ont expliqué qu'elles ne participeraient pas. C'est le sens de l'intérêt général qu'elles ont, qu'elles ne participeraient pas de ce plan en faveur de l'apprentissage. On ne peut pas laisser dire ça, c'est l'État qui a réduit l'aide aux entreprises. Ça vient d'être établi, suivez un peu vos dossiers, pardon de le dire. Ça vient d'être établi. Restez sur le fond du dossier. Suivez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je dis... Et c'est pour ça, bien sûr, comme s'il y a eu de la confiance de la part de la République. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve de discernement. Sur les questions d'emploi, il y a une tentation qui est une forme de crispation, me semble-t-il, d'un certain nombre de socialistes, à laquelle je vois on est sensible au plus haut niveau de l'État, qui est il faut libéraliser, il faut remettre en cause le Code du travail et tout fonctionnera mieux. Évidemment que cela ne fonctionne pas. Par contre, il y a un aspect qui a été soulevé, à chaque point qui va dans le bon sens, il faut le signaler et le soutenir, c'est mettre en place cette forme de sécurisation des parcours professionnels qu'on appelle le compte personnel d'activité et qui permet aux gens de se reconvertir. Mais voilà, c'est vrai que ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais c'est pourtant un élément essentiel pour les demandeurs. D'abord, pourquoi ça ne m'intéresse pas? Je ne sais pas, parce que vous levez les bras au ciel quand... Alors ça ne m'intéresse pas, le travail. Ça n'a absolument aucun rapport avec le genre. Je vous demande de rester sur le fond. Esther Benbassa, c'est possible de rester sur le fond? Oui, on peut rester. Et moi, je suis d'accord avec Madame Keller sur ce point, tout au moins. Ces mots qui s'accumulent et les actions qui ne viennent pas. Regardez tous les débats qu'on a eus sur la déchéance et l'état d'urgence. Mais franchement... Approuvé par une large majorité des Français. Ah, bon, alors là, pardon. Demain, vous faites un référendum. Êtes-vous pour la peine de mort? Vous voulez un référendum sur Notre-Dame-des-Landes, madame? Moi, je ne veux pas. C'est lui qui propose. Moi, mais vous avez l'air de l'accepter. Ah non, je n'ai rien dit là-dessus. J'ai demandé le périmètre quand même, c'est normal. Écoutez, c'est grotesque. Pour combattre le terrorisme, il faut, c'est un problème majeur, mais complexe, et il faut aller tous azimuts. C'est pas avec ces deux lois et l'empilement de textes de lutte contre le terrorisme qu'on va régler le problème. C'est comme, vous avez parlé des calculs politiques, tous nous avons des calculs politiques, etc. Je voulais dire ceux qui pensent à 2017, madame. Oui, mais enfin, oui, je comprends très bien. Oui, tout le monde pense à 2017, d'accord. Moi, je ne vais pas être Premier ministre ni président, donc 2017, ce n'est pas le grand truc. Mais enfin, il ne faut pas parler comme ça, parce que nos auditeurs, à savoir nos concitoyens, se disent, voilà, tous pourris. Et nous ne sommes pas tous des Hollande qui calculent comment faire exploser un parti pour qu'il puisse
passer au deuxième tour et que Cécile Duflot ne se présente pas. Écoutez, tout ça, c'est quand même... Nous avons des convictions, nous continuerons. Il ne nous a pas explosé, mais ces calculs font que le peuple ne nous aime plus. Et il a raison. Vous avez l'air d'être touché ce soir. Ah oui, je suis touchée. Oui, je suis un être humain, je suis un politique, je suis un être humain et je ne veux pas qu'on nous qualifie de tous pourris. Parce que tous, nous ne sommes pas pourris. Qui a dit ça? Non, mais enfin, tous, vous avez des calculs, tous, vous avez... Mais enfin, vous avez vu les calculs, là, vous avez vu un peu l'image du gouvernement. On donne un petit peu à chacun, soi-disant, il y a des gens qui vont au gouvernement, hein. Il y a Madame Cosse, et quand même, je pense que personne ne lui a tordu le bras pour qu'elle aille au gouvernement. Donc, non, mais jouer avec les ambitions personnelles des gens, c'est pas grave. À un moment donné, voilà, ça se fait, donc il le fait depuis... Attendez, ici on a dans le groupe monsieur Jean-Vincent Placé. Et il y a celui qui accepte. Bon, maintenant que le gouvernement est formé, allons sur l'essentiel. Vous avez entendu cette phrase ce soir, Éric Coquerel. Le président a dit que c'est une équipe pour réformer. Ce n'est pas une équipe de campagne, c'est une équipe de combat pour réformer. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il peut y avoir, sur le plan des attentes, en tous les cas, l'un des éléments dont on a parlé, c'est le chômage. Il n'a pas repris la phrase d'inversion de la courbe du chômage, mais il a répondu à la question en disant que l'objectif était maintenu. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense qu'avec cette politique, il pourra toujours essayer de maquiller les choses. Il a annoncé, vous savez, le transfert sur la formation de 500 000 personnes qui vont passer d'une catégorie à une autre et qui vont peut-être, à un moment donné, sur 1 ou 2 mois, permettre d'alléger le chômage. Mais le problème, c'est que dans la situation dans laquelle nous sommes, avec une politique qui est maintenue sur une politique de l'offre, c'est-à-dire qui estime qu'en réalité, toujours, c'est le travail qui coûte trop cher. Il l'a encore refait ce soir. Quand une profession a un problème, là c'était les éleveurs, on exonère les cotisations sociales, en oubliant qu'exonérer les cotisations sociales, au bout du bout, c'est moins de santé, moins de retraite, etc. Donc il a une politique de l'offre qui ne fonctionne pas, qui, partout dans le monde, entraîne crise sur crise. Je ne sais pas si vous savez, mais on est certainement à la veille d'une nouvelle crise financière. Bon, et donc, il essaye de trouver comme ça des solutions qui ne font qu'accélérer la crise, parce qu'elles ne font toujours plus qu'enfoncer le pays dans cette situation. Il explique par exemple sur la question de la réforme du Code du travail qu'il ne touchera pas aux 35 heures. C'est pour ça que je parlais de tromperie, d'accord? Mais en même temps... Ça, le totem... Non, mais c'est pas vrai. Parce qu'en même temps... Vous avez d'autres informations. Mais bien sûr, quand vous lisez les rapports qui ont été sortis, vous apercevez que François Hollande est toujours à la recherche de son vieux rêve, qui est de faire en sorte que le contrat par entreprise est supérieur à la loi. Et que donc, vu la pression sociale que nous connaissons de la situation, eh bien les contrats, les accords d'entreprise sont moins bons. Mais bien évidemment, demandez aujourd'hui, on a un collectif unitaire qui s'est créé aujourd'hui avec la CGT, les principales formations syndicales, qui vous décriront très précisément ce qui est en train de se passer. Ce code du travail est en train, en réalité, alors, je l'ai fait, on a demandé ça, et la CFDT n'est pas d'accord sur ce sujet, par exemple. Non, mais la plupart des syndicats le sont. Non, j'ai entendu M. Berger être également critique. Beaucoup plus nuancé, pardonnez-moi. Également critique. Entendu comme vous. Et tout ce qui est derrière, c'est de faire en sorte de casser en réalité progressivement les lois sociales de protection des travailleurs dans ce pays, parce que M. Hollande, comme ses prédécesseurs, M. Sarkozy, estime que c'est le travail qui coûte trop cher. Voilà, nous, on estime que c'est le capital. La réponse, c'est pas du tac au tac. Je pense quand même que, puisque c'est l'appréciation sur le choix du président de la République. Il tente de rassembler d'une certaine façon, qui lève un certain nombre de critiques. Il y a des choses moi je ne suis pas à dire que tout est noir et que c'est le triomphe du cynisme, mais il faut entendre et écouter nos partenaires, parce que moi je suis désolé, mais Madame Keller dit qu'elle est déçue. La droite n'a jamais vraiment soutenu le président de la République, et en tout cas n'a jamais voté à gauche. Donc il faut quand même assurer ce rassemblement. Et je pense que les bases sur lesquelles cela est fait ce soir, manifestement, ne lèvent pas les doutes. La première chose qui pourrait lever les doutes, peut-être à l'occasion du passage au Sénat, c'est que nous abandonnions ce facteur de division inutile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qu'est la déchéance de la nationalité. Ah oui, ça. Ensuite, ce que dit Éric Coquerel sur la question de l'analyse profonde qu'on peut faire du chômage et des causes qui sont faites dans une logique d'offre, on ne peut qu'y souscrire d'une certaine manière. Est-ce à dire pour autant que nous devons un peu, comme une vache sacrée, garder le code du travail comme n'étant pas évolutif, alors que la jurisprudence le fait évoluer tous les jours? Moi, je pense que sur ce sujet-là, et d'ailleurs, il n'y a pas d'unicité, vous avez bien fait de le rappeler, il peut y avoir un certain nombre d'éléments. Les éléments qui ont été dits, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'incantation, je le regrette.
dans l'incantation par rapport au patronat, par rapport à la droite. Mais en pratique, et y compris ça a été pointé par les journalistes, je n'étais pas favorable à une extension, une généralisation du travail le dimanche. Mais en pratique, avec les garanties qui ont été apportées dans le texte, il faut que les syndicats soient d'accord. Il y a peu d'ouverture le dimanche. En pratique, la durée des 35 heures, comme durée légale. Oui, mais c'est pas simplement des résistances syndicales, c'est qu'il y a les garde-fous qui ont été apportés. Votre accord sur la critique de la politique de l'œuf. Absolument, je pense que si vous laissez pas la demande cliquer sur JLM 2017. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous laisser. Si vous voulez, bien sûr, ça vous fait plaisir de commencer la collecte. Non, ça serait bien. Je voudrais vous laisser vraiment une conclusion par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Une actualité politique chargée. Il y a eu une nouvelle équipe gouvernementale et surtout une intervention du président, parce que peut-être que les Français attachent quand même moins d'importance aux nouvelles équipes qui arrivent. Vous nous avez dit ce que vous avez pensé de cette intervention. Qu'est-ce qui va être majeur pour les mois à venir, aussi bien au sein du gouvernement que pour vous dans l'opposition? Ce qui serait essentiel pour la France, c'est que ce nouveau gouvernement, que le président s'occupe de ce qui est au cœur des préoccupations des Français, emploi, sécurité, terrorisme. C'est ça les sujets d'aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il a cité comme priorité. Il le cite dans les mots. Où est l'action? Où est le renforcement du gouvernement dans ce sens-là? Où sont les annonces concrètes? Sur le Code du travail, sujet évidemment important. Comparons-nous aux autres pays européens. On n'est pas une île. Dans les autres pays européens, il y a des protections sociales, il y a une sécurité, il y a, dans de nombreux cas, plus de souplesse, plus d'ouverture. Écoutons aussi ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a les syndicats, mais il y a aussi le peuple des muets, de ceux qu'on n'entend pas, qui se débrouillent comme ils peuvent dans un monde du travail qui est devenu très difficile d'accès pour eux, ou qui votent FN, ou qui ne votent plus par désespoir, qui n'ont aujourd'hui pas beaucoup de place dans le débat public. Trouver aussi les moyens de reconstruire cette confiance avec ceux qui créent l'emploi, qui est l'une des clés, qui aujourd'hui ont peur, parce qu'ils ont peur d'une application trop juridique d'un certain nombre de textes protecteurs qui ont été mis en place à juste titre pour protéger, qui sont devenus un ennemi pour eux aujourd'hui. Donc je forme ce rêve, mais franchement, j'y crois pas beaucoup, compte tenu du gouvernement. Esther Benbassa. Nous avons voté pour Hollande en raison de ses promesses. Nous voulons qu'il les tienne. Voilà. Et le peuple de gauche, peut-être, se lèvera pour aller voter. Parce que la majorité des abstentionnistes sont aussi des gens de gauche. Alors, ce que je vois va un peu en sens inverse. Mais en tout cas, s'il y avait des réformes, je serais la première à dire qu'il faut soutenir ce gouvernement. Mais il nous a trahis. Et le départ de Taubira est un signe. On peut juger Taubira si elle était bonne, mauvaise, ministre, etc. On ne va pas entrer dans les détails. Et là, quand même, dit au revoir. Et c'est très important d'entendre ce message. De sa part, pas mon message. Nous, on n'a plus aucune illusion avec ce gouvernement. On n'a pas cité une autre mesure qui a été prise ce soir au niveau de la réforme, qui est un recul historique. C'est de faire en sorte que le ministère des droits de la femme sera associé au ministère de la famille et des enfants. Vous avez raison. Bien sûr. Je vous demande une conclusion pour vous-même. C'était un recul même historique. question pour. Donc à chaque fois en réalité aujourd'hui qu'il fait quelque chose, vous apercevez que c'est toujours une droitisation, que ce soit sur le plan économique, maintenant sur le plan républicain avec la constitutionnalisation de l'état d'urgence, la constitutionnalisation de l'état d'urgence et la déchéance, et même maintenant sur des mesures symboliques. Donc nous, on n'a plus aucune illusion, on pense qu'il faut préparer la suite, et préparer la suite, effectivement, ça consiste à préparer 2017 en essayant de faire une avec Jean-Luc Mélenchon pour vous. Nous, c'est ce que nous pensons, et nous allons montrer justement que nous sommes loin d'être seuls, et que celui aujourd'hui qui est peut-être finalement isolé, c'est celui qui divise, c'est-à-dire François Hollande. Vraiment le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que jusqu'au bout, comme le président l'a dit, il faut présider. Mais par contre, il faut regarder les résultats. Il a pris un engagement sur l'inversion de la courbe du chômage, qu'il a quand même réitéré ce soir, même si c'était moins explicite. Il a encore une fois lié son destin. Moi, ce que je dis, c'est une chose, c'est que son calendrier, c'est à vous d'en juger, son calendrier n'est pas forcément celui de la présidentielle, et que le plus simple, c'est que finalement nous choisissions collectivement, ça s'appelle une primaire, notre candidat, s'il est à même de l'emporter, il a tout le droit de concourir, si j'ose dire. Si d'autres ne le sont pas,
bien. Merci à vous. Nous avons une grande Restez tradition avec nous. La primaire, ça sera le premier tour des Restez élections. avec C'est le nous. suffrage universel qui tranche. Mais oui, une vous êtes contre les actualité procédures politique démocratiques, monsieur. Non, on est pour chargée. le suffrage universel entre des lignes Vous êtes opposées. contre les... C'est une On n'est pas pour les actualité. arrangements Cinquième traduits. République. Messieurs, Non. je Non, constate on est que les contre la dames sont Cinquième beaucoup République. plus respectueuses de la parole ici ce soir. Merci en tous les cas, restez avec nous. Nous les C'est une respectons, nous les actualité respectons. politique chargée que nous allons maintenant analyser sous le signe de l'humour, hein, si vous le voulez bien, ça faire du bien, avec notre caricaturiste Hervé Baudry. Ses crayons ont chauffé. Il a croqué les sortants, les entrants, et ça donne une folle journée, pas seulement pour le gouvernement, mais aussi pour Hervé Baudry. Bonsoir. Bonsoir La Sonia. veste est folle aussi. Ben oui, Tout moi est quand il y fou a ce un soir. remaniement, je change de veste. Merci beaucoup mesdames. Vous êtes chez les Verts, alors, non? Ça met de l'énergie. C'est la palette de la gauche. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est fait. On a un nouveau gouvernement. Vous l'avez remarqué sans doute. Mais alors, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas vu de micro sur le perron. Vous avez remarqué ça? C'est vrai. Eh oui, eh oui. Peut-être qu'il y avait peut-être aussi une petite astuce nous disant que les écologistes rentreraient dans le gouvernement. Mais on a vu à la place donc, du secrétaire général de l'Élysée un petit oiseau bleu sur Twitter. Voilà, donc il a remplacé le secrétaire général. Par contre, on l'a vu arriver en gare de TGV, en gare TGV de la gare Montparnasse. Il arrivait de Nantes. Hérault remplace donc Fabius au Quai d'Orsay. On connaît les relations entre Valls et Hérault, et c'est pour ça que je pense que son ministère, il est très content d'être aux Affaires étrangères, puisque son ministère dépend directement du président et non pas de Valls. Hein. On sait bien, le ministère des Affaires étrangères. Hollande a donc réussi à inviter 3 écologistes au gouvernement, dont Emmanuel Cos. Cette belle prise a en effet eu un effet de blast chez Europe Écologie Les Verts. On le voit donc, 3 verts, bonjour les dégâts. Moi j'ai eu cette idée de dessin cet après-midi, elle a été relayée beaucoup sur Twitter après, mais voilà. Il y a eu beaucoup de succès, oui. On a eu beaucoup de choses comme ça. Ça fait sourire Esther Benbassa. Voilà. Vous avez déjà réussi quelque chose ce soir. Il attendait ce moment depuis des jours et des nuits. On l'avait vu donc à la dernière, je vous ai présenté son dessin à la dernière chronique, donc Jean-François Placé qui faisait le pied du rue à l'Élysée, Jean-Vincent, pardon, oui, avec sa doudoune, eh bien, il rentre au gouvernement comme secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, et donc il remercie le vieux campeur, puisque ça l'a quand même beaucoup aidé pendant ces années, 4 ans je crois. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je suis un peu... Oui, alors voilà, on était sur... Emmanuel Cos, peut-être? Oui, voilà, Emmanuel Cos, merci de suivre. Gouvernement. Oui, elle rentre donc au gouvernement et prend le logement et l'habitat durable. Donc, référendum ou pas sur Notre-Dame-des-Landes, on le verra bien. Elle a sans doute, elle, déjà des projets pour le lieu, peut-être de nouveaux logements sociaux, on verra. Une bonne idée. Hein, Oui, pourquoi les budgets pas sont votés déjà, donc en 2017. Et puis la culture. Alors la culture, adieu Fleur Pellerin et bonjour Audrey Azoulay. Vous avez dit qui? Audrey qui? Et là, c'est assumé comme la panique dans les salles de rédaction cet après-midi parce que personne ne savait qui était. En tout cas, on avait du mal à avoir des informations sur Audrey Azoulay. Et donc, voilà, on est allé de toutes ces idées, 50 nuances d'Audrey, n'est-ce pas? Maintenant, petite surprise pour Emmanuel Macron, pour terminer, puisque donc celui-ci reste bien sûr au gouvernement, on le sait, mais il se retrouve rétrogradé dans l'ordre protocolaire. On le retrouve maintenant en 14e position. Moi j'ai lu 14, mais peut-être oui. Pète-t-il ses dernières déclarations sur la déchéance de nationalité ou alors la vie difficile des patrons, en tout cas difficile la vie de Macron? Merci beaucoup Hervé Baudry. Merci pour Sonia. ce regard. À la semaine Merci à tous nos invités. Tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. Remanié pour avancer, François Hollande tente d'élargir sa base politique à 15 mois de l'élection présidentielle. Une nouvelle équipe ministérielle basée sur l'expérience, selon le président de la République. On l'écoute, c'était ce soir sur TF1 et France 2. C'est un gouvernement qui doit agir, qui doit réformer, qui doit avancer. C'est vrai qu'il est élargi, j'ai voulu associer des écologistes, des personnalités, mais il doit rester dans une cohérence. Je lui ai assigné 3 grandes priorités. La première, c'est protéger les Français. Vous avez sans doute relevé que les ministres qui sont en charge de la sécurité ont été maintenus et sont même renforcés, confortés. Je voulais aussi que la seconde priorité soit l'emploi, forcément l'emploi. Je voulais que la priorité, et je veux que cette priorité soit par rapport à ce grand accord que nous avons signé, la COP21, l'écologie, l'environnement, la transition. Et j'ai voulu que des personnalités écologiques ou écologistes, comme on voudra, puissent être partie prenante. Parce que quand il y a ce grand enjeu pour la planète, toutes les bonnes volontés, moi je les accueille.
De nouveaux visages pour ce remaniement, une équipe qui fait une belle place au vert et à la jeunesse. 38 membres au total pour un gouvernement aux assises élargi, selon Manuel Valls. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Un gouvernement arc-en-ciel avec l'arrivée de 3 écologistes. Emmanuel Cos à la tête du ministère du Logement et de l'Habitat durable. Jean-Vincent Placet devient lui secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, quand Barbara Pompili est nommée secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat. Gouvernement un peu plus élargi aussi au Parti radical de gauche, avec l'entrée de son chef Jean-Michel Baillet, nouveau ministre de l'aménagement du territoire et de la ruralité. Ce remaniement signe également le grand retour de Jean-Marc Ayrault. L'ex-premier ministre rejoint le ministère des Affaires étrangères. Il remplace Laurent Fabius en partance pour le Conseil constitutionnel. Une nomination qui devrait se traduire par un rapprochement de la France et de l'Allemagne, notamment dans le dossier des migrants. D'autres surprises encore, avec ces quasi-inconnus du grand public. Ancienne conseillère de François Hollande, Audrey Azoulay devient ministre de la Culture. Nommée secrétaire d'État, l'une des porte-paroles du PS, Juliette Méadel, et les députés socialistes Hélène Geoffroy, Estelle Grelier et Erika Barrette. Il y a aussi celles qui prennent du galon, Laurence Rossignol, nommée ministre de la Famille, de l'Enfance et du Droit des Femmes, Annick Girardin, ministre de la Fonction publique. Et celles qui quittent le gouvernement, Fleur Pellerin, Sylvia Pinel et Marie-Lise Lebranchu. Lui était déjà ministre en 1993. Il fait ce soir son retour dans un gouvernement. Jean-Michel Baillet, le président des radicaux de gauche, est nommé ministre de l'aménagement du territoire. Portrait de ce routard de la politique avec Stéphane Amalian. Jean-Michel Baillet, c'est d'abord un territoire, le Sud-Ouest. C'est aussi un quotidien régional, la Dépêche du Midi, le 4e groupe de presse régional français. Il a occupé toutes les fonctions locales, maire, président de conseil général, député puis sénateur du Tarn-et-Garonne. Il a aussi été 3 fois ministre sous François Mitterrand. Sur le plan sociétal, le Parti radical de gauche milite en faveur du mariage pour tous, la fin de vie, le droit de vote des étrangers et la libéralisation du cannabis. Des positions que Jean-Michel Baillet défend lors du premier tour des primaires socialistes en 2011. Mon programme prévoit la légalisation du cannabis, qui n'est pas la même chose parce que la dépénalisation ne règle rien. Éliminé sans surprise, il soutient François Hollande à la présidentielle de 2012. En contrepartie, 2 ministres radicaux de gauche rentrent au gouvernement. Le Parti radical de gauche, un allié peu connu mais indispensable pour l'exécutif. Le parti compte 13 sièges à l'Assemblée nationale et 8 au Sénat. Des voix précieuses pour l'exécutif et un moyen pour Jean-Michel Baillet de mettre la pression sur le gouvernement. Par exemple, lorsqu'il prévoyait de supprimer les départements ruraux. À retenir également ce soir le gouvernement qui tente de reconquérir les médecins. La conférence santé s'est tenue à Paris. Un rendez-vous boycotté par une majorité de syndicats de médecins libéraux. Audrey Vettaz et Stéphane Amalian. Marisol Touraine arrive à la grande conférence pour la santé avec des mesures en gage de réconciliation. Pas de réforme d'envergure à proposer aux 300 professionnels présents, mais des réponses à certaines revendications syndicales. Sur la formation des étudiants, sur les disparités d'implantation géographique et sur les congés maternité des médecins libéraux. Il faut répondre aux attentes des médecins libéraux qui ont parfois des conditions de protection sociale qui ne sont pas aujourd'hui adaptées. Je pense en particulier aux femmes qui n'ont pas en gros de congé maternité. Mais dans l'Assemblée, certains manquent à l'appel. Les 5 principaux syndicats de médecins libéraux boycottent cette grande journée qu'ils qualifient de mascarade médiatique. Ils n'ont toujours pas digéré le passage en force du projet de loi santé. En parallèle de la conférence santé, ils organisent donc leurs propres assises de la médecine libérale. Déjà parce qu'il n'y a pas de dialogue possible avec Marisol Touraine, contrairement à ce qu'elle veut nous faire croire depuis le début. Et que deuxièmement, nous on a des propositions parce qu'on est des professionnels, nous sommes confrontés tous les jours aux patients. Ils publieront leur plateforme de propositions communes dans une semaine, en espérant être entendus cette fois-ci par le gouvernement. Et comme chaque soir, on passe à la revue de presse. Et
Et on va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. Paul, on va commencer. D'abord, c'est une revue de presse qui est largement consacrée, bien sûr, au remaniement ministériel et à l'intervention ce soir de François Hollande. Libération, Sonia, et un titre qui claque. Dernier verre pour la route. Le quotidien qui rappelle la main tendue aux écologistes lors de ce remaniement. 3 écolos qui rentrent. Libération qui s'interroge. Dernier changement du quinquennat en vue de 2017. Est-ce que cela sera suffisant? Le Télégramme, Sonia, maintenant, qui lui aussi titre sur les retours au gouvernement. Le grand retour, celui de Jean-Marc Ayrault aux commandes du Quai d'Orsay et celui des Verts avec Emmanuel Cos en une du journal. Et on va sur le changement ministériel en une de Ouest France. Exactement, un titre encore semblable. Le grand retour de Jean-Marc Ayrault, 2 ans après son départ de Matignon, on l'a dit. Et puis 6 autres portraits, ceux notamment des écologistes et du radical de gauche, Jean-Michel Baillet. À noter aussi le référendum, vous le savez, pour le maintien ou non du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en une de Ouest France. On a parlé tout à l'heure. À présent, on va parler du bien public. Regardez bien cette une, celle du bien public. L'édition de Dijon, on y découvre une manchette consacrée à l'arrivée de nouveaux migrants en Côte d'Or. Une information sur une pétition concernant les indemnités des élus régionaux, un fait divers et quelques publicités. Et puis cet appel de une, presque un timbre-poste en bas de page sur le remaniement. C'est une qui nous interroge sur la manière dont les Français peuvent aussi appréhender l'événement politique du jour. Merci beaucoup Paul, merci à vous. On va découvrir ensemble, c'est tout de suite, l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est journaliste, biographe, c'est un observateur averti du monde politique depuis de très nombreuses années. Il publie cette biographie Chirac, une vie chez Flammarion. François-Olivier Gisbert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors avant de parler en détail de votre ouvrage, votre analyse ce soir sur une journée politique extrêmement chargée, une nouvelle équipe gouvernementale de combat, présentée ainsi en tous les cas par François Hollande, une intervention ce soir présidentielle. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette journée? Pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant. D'abord, il y a ce débat absolument grotesque sur la déchéance de nationalité. Il n'y a qu'en France, une attaque terroriste. Et là, il y a une série de politiciens, je dirais la classe politico-médiatique, pour parler comme quelqu'un d'autre, là, qui s'intéresse qu'à cette histoire absolument, qui ne concerne pas du tout les Français. Les Français, ils veulent qu'on en finisse avec le terrorisme, avec ce débat, qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela de toute façon, mais qu'on règle ce problème. Après, il y a ce remaniement qui n'en est pas un. C'est-à-dire, on voit très bien. Bon, il y a une bonne mesure. Je pense que le retour de Jean-Marc Ayrault, là, qui quand même parle allemand, qui connaît les problèmes internationaux. C'est vrai qu'au ministère des Affaires étrangères, c'est sûr que voilà, il réussira. C'est important de parler allemand. C'est pas un élément déterminant maintenant dans le ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'il peut redonner un peu de peut-être un peu de tonus à l'Europe. Voilà. Moi, comme ça, c'est une sorte de pari. C'est pas une si mauvaise décision. Après, les Verts, franchement, on s'en fout. C'est un truc pour gagner la présidentielle. Je comprends que ça intéresse François Hollande, mais alors les Français, non, rien à foutre. Enfin, il a pris quand même le haut du panier. Il a pris la crème parce que, heureusement, on ne va pas revenir du flot et tout ça. D'ailleurs, Emmanuel Cos, quelqu'un de raisonnable, à mon avis, se hâtera de détricoter. Comme ses propos sur la déchéance de la nationalité ou le Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est de la mousse, c'est ridicule. Ça, c'est les politiciens, vous voyez, qui veulent faire des petites phrases. La gauche de la gauche a pris une importance considérable. Et regardez, vous ouvrez la radio, la télé, il n'y a que ça toute la journée. Ça représente peanuts dans l'opinion, rien du tout. C'est-à-dire, on a un truc qui marche complètement à l'envers, à mon avis, avec une montée certainement de colère dans l'opinion. Tout ça, évidemment, en travaillant, bien entendu, pour qui vous savez, qui doit arriver à 30%, peut-être 32%, 33%, grâce à tous ces gens-là. Voilà. On va continuer à en parler et surtout parler de votre livre, mais je voudrais qu'on écoute ce soir, parce que nous n'avons pas encore passé cet extrait, c'était François Hollande sur sa candidature. C'est pas vraiment une réponse, c'est surtout une non-réponse. On va l'écouter ce soir. Alors c'était une réponse à la question de l'un des deux intervieweurs, je ne sais pas si c'est Gilles Boulot ou David Pujadas, et le président a esquivé, il a simplement dit qu'il était concentré sur sa mission et son travail. Est-ce qu'on peut écouter ce son peut-être ce soir? Vous avez vu la période dans laquelle nous sommes? Le terrorisme, la guerre, ce qui se passe en ce moment en Syrie, les choix que j'ai à faire pour le pays, je serais là en train de faire des calculs. Je ne fais pas de calculs. Il ne faut pas être candidat pour être candidat, ça n'a pas de sens. Il faut être président. Et moi, je serai pleinement président jusqu'au bout.
Voilà, moi je me souviens de l'un de vos éditos dans Le Point avec cette question: François Hollande est-il machiavélique? Une question que l'on retrouve aussi dans un documentaire que vous avez réalisé et qui est intitulé Que se passe-t-il dans la tête de François Hollande? Pour vous, que se passe-t-il quand il répond cela? C'est sûr que c'est un personnage machiavélique très intelligent, beaucoup plus intelligent que la moyenne de nos politiciens, très habile. Machiavel était très fin. Hein. Oui. Et moi, je suis toujours étonné par sa façon de rebondir. Bon. Et simplement, là, qu'est-ce qu'il nous dit, là? On voit très bien, moi, contrairement peut-être à vous, j'ai trouvé un petit peu en retrait sur la réponse en général. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un président de la République? Il dit, voilà, je suis là jusqu'au bout, et je pense, j'ai pas encore tout à fait décidé, mais je me pense que je me représenterai. Ça, il l'a pas fait. Oui, justement. Il y a un côté comme ça, manque d'hubris chez lui, et c'est ça qui le rend très intéressant, d'ailleurs. Bon, il s'aime pas. Hein, je pense pas. Chirac était comme ça aussi, d'ailleurs. C'est un Machiavel souriant, comme avait dit... C'était Michel Onfray qui avait cette formule. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Bonhomme, et empathique un peu, parce qu'il aime les gens aussi. Enfin, il n'est pas cynique. C'est pas un Machiavel cynique, c'est plutôt l'autre face du Machiavel. Il y a ce côté-là, ce qui est effectivement très amusant, parce qu'il roule toujours un peu plus ou moins tout le monde dans la farine à un moment donné. Hein, on voit très bien, chez ses amis politiques, qui étaient ses ennemis d'ailleurs, il en a fait pour beaucoup d'entre eux des plantes vertes, les uns après les autres. Quoi. Hein. Selon vous, sur quoi va se jouer, sur quel sujet conséquent va se jouer 2017? Il y a ceux qui mettent en avant les thèmes identitaires. Qui sommes-nous? La laïcité, la place des religions, etc. Et ceux qui pensent chômage, réforme, ce sera l'élément principal. Où est-ce que vous vous situez entre ces deux? Bon, je pense que les deux thèmes vont être importants. C'est-à-dire, si le terrorisme continue, vous aurez forcément cette dimension sécuritaire et même identitaire dans le viseur. C'est d'ailleurs logique. Bon, Marine Le Pen va l'utiliser, mais d'autres l'utiliseront aussi. Et puis de l'autre côté, c'est ce pays est quand même encalminé depuis 30 ans. Ça date pas de François Hollande, déjà sous Nicolas Sarkozy et aussi sous Jacques Chirac. Et donc il y a des mesures à prendre. Et je pense que les Français commencent à être prêts. Enfin, ils comprennent bien que toutes ces mesures de défense de l'emploi qu'interdit aux chefs d'entreprise de licencier, c'est des machines à créer des chômeurs, puisque le patron, s'il se dit qu'il ne peut pas virer les gens si la conjoncture se retourne, et là, c'est sûr, parce que je ne pense pas qu'il le fasse pour le plaisir, il ne va pas embaucher. Voilà, c'est comme ça, il est puni. Et l'idée aussi que ça, on voit, mais c'est pathétique, il n'y a qu'en France qu'on voit ça, ou que tout tourne autour des grandes entreprises. Bon, François Hollande commence à découvrir. De toute façon, si les emplois s'il y a des emplois, en France, ils sont créés par les petites et moyennes entreprises, comme en Allemagne, comme partout dans le monde. Pourquoi est-ce que les Français ont peur de créer des petites entreprises? Pourquoi ils sont frileux? Vous savez très bien. C'est le poids de l'administration, les contrôles dans tous les sens. Les conservatismes, les lourdeurs, les pesanteurs dont on parle souvent. Ils sont admirables, tous ces gens qui créent des entreprises en France, avec la situation. Enfin, ils partent avec des boulets aux pieds par rapport à ceux des autres pays. On va parler de la biographie. Généralement, François-Olivier Gisbert, quand on se lance dans une biographie, quelle qu'elle soit, c'est qu'on juge que le personnage, il est passionnant, que l'époque qu'il a traversée est passionnante. Avant de parler de Chirac et de cette époque, est-ce que vous diriez la même chose de celle-ci? Et donc de François Hollande? Est-ce que c'est un personnage passionnant et que l'époque aussi est intense? Ou est-ce qu'elle vous donne vraiment moins envie que celle que vous décrivez ici avec... c'est depuis 40 ans, hein, la relation avec Jacques Chirac. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent c'était mieux avant. Jamais, je ne suis pas comme ça. Je suis en tempérament beaucoup trop optimiste. Et je dirais pas ça. Simplement, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, en France, personne n'a eu le destin de Jacques Chirac. C'est notre Johnny Hallyday, quoi. Il a commencé en 1962 dans le cabinet de Pompidou. Il ne se programmait même pas président de la République, même pas député, il pensait même pas faire de la politique. Il pensait peut-être, oui, directeur de l'aviation civile, parce qu'il aimait beaucoup les avions, ou alors peut-être, je pense que c'était dans ses rêves, successeur de Marcel Dassault, parce que Marcel Dassault l'avait à la bonne, son père était le banquier de Marcel Dassault, et Marcel Dassault adorait ce petit Jacques, quoi. Il était, d'ailleurs, quand il en parlait, moi je l'ai rencontré à l'époque, Marcel Dassault, il en parlait, ses yeux s'allumaient, c'était presque, voilà, son fils rêvé. Donc, Georges Pompidou, qui est un peu son père spirituel, ou son deuxième père, ou troisième père, Georges Pompidou lui dit, allez, il faut aller se présenter aux élections. Il dit, ah non, moi je ne vais pas à Paris, je vais en Corrèze. Il se présente dans une circonscription, je dirais, pourrie du point de vue gaulliste, parce que les radicales socialistes, à gauche toutes... Il en fait sa force, son ancrage, son tremplin. À la surprise générale, il est le seul de tous les poulains de Pompidou à balancer dans le centre de la France qui va l'emporter.
De Gaulle demande à le voir tout de suite, ce petit génie-là. Et une carrière politique commence. Donc c'est tout à fait par hasard, vous voyez. Et donc la carrière de Chirac est hallucinante. Et des carrières comme ça, vous n'en avez pas. La carrière de Mitterrand est gratinée aussi, d'ailleurs. Moi, c'est les deux. Les deux personnages tellement différents. Je les ai rencontrés en 1972. C'est amusant, j'étais jeune journaliste, tout petit journaliste, et la même année. Et je m'étais dit, dans les deux cas, ils seront présidents de la République. Et j'ai fait, d'ailleurs, Mitterrand, une vie, où j'ai rassemblé tous mes livres en un seul, ça fait 1000 pages en poche, et ça se vend toujours, des années après. Et là, je voulais faire la même chose avec Chirac. J'ai rassemblé tous mes livres, j'ai retouillé tout ça, actualisé, remis des pages et tout, pour faire Chirac une vie. Ce que l'on peut penser, vous considérez que Jacques Chirac est plus mystérieux, difficile à percer, insaisissable peut-être. Par exemple, sur la culture, les arts. Souvent, on a cru qu'il ne s'y connaissait pas vraiment. C'est l'inverse. En tout cas, quand il s'y connaît sur un domaine, il est extrêmement précis et oui, il connaît profond. tout, voilà. Alors, c'est vrai que Mitterrand, si on compare les deux, Mitterrand était plus simple à appréhender. Moi, franchement, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je suis un biographe, j'ai travaillé pendant des années sur François Mitterrand, j'ai rencontré des heures et des heures et des heures, j'ai des enregistrements dans tous les coins, enfin, des conversations personnelles totalement privées que j'ai pas utilisées dans mes livres. J'arrive à peu près à comprendre. Franchement, Chirac, c'est très compliqué, parce que c'est quelqu'un d'abord qui ne s'aime pas. Ça, c'est un point commun d'ailleurs avec François Hollande. Il ne s'aime pas, hein, c'est clair. Même, peut-être il se déteste un peu plus même que François Hollande lui-même. Je pense qu'il se trouve con, vous voyez. Il est bourré de complexes. Il se cache. Et puis, oui, c'est des poupées russes, c'est-à-dire vous enlevez un truc, il y en a un autre, et puis à la fin, vous ne savez pas qui c'est, parce que vous vous trouvez avec plein de poupées différentes. Et c'est ça, Jacques Chirac. D'ailleurs, sa vie, c'est ça, c'est-à-dire, il est presque simultanément militant du Parti communiste, enfin militant, il n'était pas encarté, mais enfin, il distribuait l'humanité, etc., et Algérie française, enfin, c'est à un an ou deux d'écart. Il est à la fois, gaulliste, un vrai gaulliste, ça c'est clair, on ne peut pas dénier, mais il est radical socialiste, c'est-à-dire mi-chèvre, mi-chou en même temps. C'est-à-dire, il est toujours dans la contradiction. Et la culture, ça pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il a tout fait pour passer pour un abruti totalement inculte, ce que croyait d'ailleurs une grande partie de la presse. Moi, j'étais le seul à dire, mais non, attention, il y a ceci. Et aujourd'hui, il est clair que c'était un des présidents les plus cultivés de la Ve République. Non, ça paraît grotesque comme ça. Avec des formules parfois à la De Gaulle. C'est De Gaulle qui disait génialement, c'est extraordinaire cette phrase de De Gaulle, moi j'ai connu ça du temps du communisme. Il disait quand même, la Russie boira je peux vous faire d'ailleurs, la Russie boira le communisme comme un buvard. Voilà, ça c'est De Gaulle. Voilà. Et ben Chirac, vous avez... Saddam Hussein, ils vont le regretter. Vous voyez, je ne suis pas Chirac, mais c'était ça sans arrêt. Il y avait ce côté aussi prophétique qu'il avait. Et ça venait d'une culture. Et il n'y avait pas seulement l'amateur d'art. Non, c'était amusant. L'Élysée, à la fin, ça ressemblait à une galerie. C'était un truc d'antiquaire, quoi. Alors, il y avait ceci, cela. Moi, j'ai fait 2-3 fois le coup, un peu vicieusement, parce que, bon, et je voyais, je posais des questions sur tel truc. Tout l'art africain, notamment. Il y avait tout l'art africain, là, mais il y avait aussi beaucoup d'art chinois, japonais. Il s'intéressait à tout. Il était très curieux. Et c'est vrai que je me souviens d'un jour, mais ça c'était juste dingue, un dimanche comme ça, il m'appelle pour annuler un rendez-vous que j'avais dans la journée, parce qu'il y avait, je sais pas quoi, un chef d'État d'étranger de passage, et il me dit, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, je fais un roman c'est un roman philosophique, enfin une sorte de conte philosophique, et je parlais de Bouddha, il commence à parler de Bouddha, bon très bien, Bouddha tout le monde connaît un peu, mais brusquement je le lance sur Zarathustra, et là il me dit, vous avez lu tel livre et tel livre? Mais c'était dingue. Oui, j'en avais lu un, mais pas l'autre. Il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas lu ça? Mais il faut le lire tout de suite. Voilà une image fausse qu'on avait de lui. On a aussi beaucoup dit... il faut se méfier de la presse, hein, parce que le nombre de conneries qu'on a... Bah oui, il y avait Facho Chirac aussi, quand vous voyez le type que c'était. François-Olivier Gisbert, je vais essayer de poser une question. Vous vous souvenez de Facho Chirac? Vous vous souvenez On a ça beaucoup dit... Vous ouvriez le monde, il y avait Facho Chirac. Lu sur Jacques Chirac, il a été le roi fainéant. Est-ce qu'il a essayé de réformer la France, de bousculer la France déjà en 95? Après, je crois que tout le monde convient qu'il s'est un peu rangé. Après, il s'est rangé. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y croyait vraiment? Je crois. C'est-à-dire, le problème, évidemment, qu'il a eu, c'est qu'il fait sa campagne victorieuse contre le traître Édouard Balladur et l'autre petit traître Nicolas Sarkozy sur le thème de la fracture sociale. C'est une campagne à gauche. Il arrive au pouvoir, il met Alain Juppé, tout le monde attendait plus ou moins Philippe Seguin, il met Alain Juppé, et voilà, il dit il faut faire les réformes, la situation économique laissée par Balladur est apocalyptique, et donc ils se mettent au boulot, voilà, ils commencent à faire un peu, disons, à nettoyer les écuries d'Augias économiquement.
Et là-dessus, les Français disent non. Il y a une espèce de blocage général à propos d'une petite réforme qu'il faudra peut-être bien faire un jour, enfin qu'on fait soi-disant, mais qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire, il y a quand même deux catégories de Français. Il y a ceux qui partent à la retraite à 50 ans ou 52, 53, et ceux qui partent à 65 et peut-être un jour à 70 ans. Donc Alain Juppé met ça au dernier moment dans son texte de réforme de la sécurité sociale. Et puis voilà, et la France. Et depuis, enfin après, Chirac a peur, tout le monde a peur depuis. C'est-à-dire, on voit. Et d'ailleurs, ce qui explique la dissolution. Comme un traumatisme. C'est un traumatisme énorme, c'est-à-dire que les Français ne sont pas mûrs, contrairement à d'autres pays. C'est pour ça qu'aussi depuis 1995, où là, bon, il faut reconnaître que Juppé et Chirac avaient 20 ans ou 30 ans d'avance sur les autres, depuis tout le monde, tout le monde se regarde, fait attention, voilà. Et ça explique une grande partie de nos difficultés. Et ça explique aussi l'espèce de peur de Chirac, oui, c'est ça, de volonté. Enfin, en même temps, il y a quelque chose. Moi, je suis sévère sur le bilan parce qu'il n'a pas. Vous l'aimez bien, mais vous le châtiez bien aussi. Oui, il a laissé quelques grands discours, le discours du Valdiv, excellent discours sur la laïcité parce qu'il tient. Il a eu des très bonnes positions évidemment sur la guerre en Irak. Enfin, c'était la moindre des choses quand on connaît son cursus culturel. Mais enfin, cette guerre était démente, folle, absurde et faisait le jeu de l'intégrisme, parce que Chirac, il avait une constante, oui, mais il avait une constante permanente. Le danger, c'est l'intégrisme, parce qu'il avait une connaissance du monde arabe que peu de ses successeurs ou prédécesseurs avaient, quoi. C'est clair, il touchait sa bille complètement sur ces sujets-là. Il y a aussi, pour se détendre, on peut finir avec ça, les petites perles de Chirac, les petites phrases devenues cultes. Je ne vais pas vous les faire raconter, on peut les découvrir. C'est un festival, même quand il est avec la reine Elisabeth II. Mais ce qu'on retient, François-Olivier Gisbert, c'est que vous vous êtes vraiment amusé durant toute cette période avec un personnage aussi fascinant, complexe, manipulateur. On a l'impression que c'est l'histoire. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a des grandes pages d'histoire qui arrivent, la Résistance, De Gaulle, puis des grandes luttes, et puis la gauche qui fait renaître. Chirac, c'est aussi l'histoire, bien entendu, parce qu'il y a De Gaulle, c'est quand même quelqu'un qui arrive, il est ministre de Gaulle. En 67, il était ministre du général De Gaulle. Et Chirac, comment dire, c'est une espèce de patte géniale pour quand on est romancier. Moi, j'écris des romans, j'adore écrire des romans, et c'est vrai que là, on tombe avec... Il y a des personnages puissants et forts qui l'affrontent régulièrement. Il y a cette lutte à mort, avec Giscard. Et puis, il y a ses conseillers qui sont souvent des personnages de l'ombre, juste extraordinaires. Et donc, on vit avec des... Il y a des trahisons qui sont dingues, la trahison de Balladur, la trahison de Sarkozy. Il y a tout le cocktail de la vie, les trahisons, les amitiés, l'amour, les femmes, et vous poussez loin, d'ailleurs. Peut-être vous ouvrez un peu la porte de la chambre à coucher. Mais on va pas tout dire. Pas trop, parce que moi, j'aime pas rentrer dedans. J'aime pas rentrer dedans. Mais bon, c'est un Gaulois. C'est le dernier chef gaulois, avec ce côté rabelaisien. Vous citiez tout à l'heure ces phrases de corps de garde. Enfin, il parle tout est gargantuesque chez lui. Oui, et puis y compris sa façon de manger, d'ailleurs, qui est complètement... Ça, on le découvre dans cette magnifique Vous regardiez Chirac manger, vous n'en reveniez pas. Enfin, vous preniez des notes. Là, il y a encore ça, le deuxième plat, troisième plat. Vous avez un estomac solide, comme on dit. Oui. En tous les cas, ce livre aurait mérité une édition spéciale et beaucoup plus de temps. En tous les cas, merci d'être venu. Merci, c'était un plaisir, François-Olivier Gisbert. On arrive presque à la fin de cette émission. Et comme tous les soirs, c'est le Zapping Public Sénat. Ce sont les moments choisis par Sophie Normand-Couturier ce soir. Je n'ai rien à dire, je ne sais rien, et je ne veux rien savoir. Pas de SMS pour vous informer, coup de téléphone. Non. À part le soutien de Didier, évidemment. C'est sa mère qui l'a appelé tout à l'heure pendant la séance. C'est pour ça qu'il est sorti 10 minutes. Sa maman était souffrante, elle l'a appelé. C'est pas le président de la République qui vous a téléphoné, monsieur Le Gouel? Ah non, ça c'est sûr que non. C'est un ministre qui parle à un copain. Vous avez des infos pour vous? Je n'ai aucune information. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas.ペッパーと一緒にこうやって外を歩くのは月に2回ぐらいです。一緒にイベントに行くこともあるし、あと一緒に会社に行くこともあったりします。そうですね、今日本の法律で電源を入れて外に出しちゃいけないので、電源はいつも切れてる状態なので、
なんですけど、なんかこう日の光の当たり具合で、あ、今日ご機嫌良さそうだなとか感じることはあります。はい。 Tomomi Ota a 29 ans. Cette promenade avec son robot n'a pour elle rien d'anormal. Elle l'assume et suscite gentillesse et curiosité. Depuis 2 ans, Pepper le robot conçu pour vivre aux côtés des humains a pris une grande place dans la vie de Tomomi. 正直ペッパーがなしでは生きていけないっていう思いはまだあんまりないです。でもペッパーがもし壊れちゃったらすごく悲しいと思うし、この間 Ce que dit Jean-Luc Mélenchon est souvent frappé du coin du bon sens. Pour ce qui est de Podemos, il y a 2 phrases que je retiens de Podemos qui me paraissent s'appliquer à l'état actuel de la France. Premier point, ce n'est pas le rapport gauche-droite qui est important et qui aujourd'hui sépare l'opinion et les Français. C'est ceux qui souhaitent continuer à exercer le pouvoir par tous les moyens et ceux qui veulent réformer. Et puis la deuxième phrase de Podemos qui me paraît tout à fait applicable à la France, c'est dire, eh bien, l'État a perdu de sa souveraineté, ce que disait Jaurès d'ailleurs en son temps, et les Français ne ressentent plus cette souveraineté dont ils sont aussi quelque part un peu les porteurs. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vos autres rendez-vous matinales, c'est demain, Territoire d'info. Et on se retrouve avec plaisir, je l'espère, lundi, 22h, 23h30, 1h30 de débat, d'analyse, décryptage et grand entretien. Merci encore. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.